Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Bah oui, les débats de l'été, bien sûr les prolongations, voilà, sauf des prolongations tout de suite avec Maxime Trouleau qui nous a rejoint jusqu'à 13h. Bonjour Maxime. Et c'est un plaisir, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Plaisir partagé, ouais. Ravi de vous retrouver, ceux qui ont allumé leur poste, leur application et qui écoutent Sud Radio. En tout cas, on vous accompagne jusqu'à 13h. Je sais pas si vous avez été au cinéma, Maxime. En tout cas, Rémi nous parlait de météo. Il y a le soleil qui revient. On a eu pas mal de pluie cet été. Conséquence, les cinémas ont cartonné. C'est pas trop mal, cet été les chiffres ont été très bons par rapport à l'année 2023 qui était déjà une bonne année. On en parlera dans un instant à 12h15, 12h20 avec un spécialiste. Et puis 12h45, notre rendez-vous quotidien sur les Jeux paralympiques, parce que ça y est, ça commence, cérémonie d'ouverture ce soir 20h. Oui, absolument, on en parlera d'ailleurs avec notre consultant Anthony Martin-Smith, vous en avez l'habitude depuis le début de la semaine dernière, on accueillera d'ailleurs Benjamin, un invité exceptionnel. Cavalier, il est aveugle, il s'appelle Salim Ejnaini, il va nous parler évidemment de son sport. Mais d'abord, c'est notre premier sujet, premier invité. Les débats de l'été Sud Radio. Ils menacent de faire grève le 10 septembre prochain. De qui parlons-nous ? Nous parlons de 3 syndicats d'enseignants qui s'opposent, Maxime, à la généralisation des évaluations dans les classes qui vont du CP au CM2. Oui, puisqu'à la rentrée, des milliers d'élèves devront passer cette évaluation des acquis pour permettre aux professeurs de connaître le niveau de leurs élèves. FSU, SNUIPP, CGT Éducation, Sud Éducation souhaitent également, je cite, interpeller les parlementaires sur la question de l'école pour la rentrée prochaine. Et nous sommes avec Guylaine David. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général de la FSU SNUIPP, premier syndicat du primaire. La ministre démissionnaire qui a fait sa conférence de rentrée hier. Ça donne quoi, une rentrée qui se prépare avec une ministre démissionnaire? Comment ça marche, Guylaine David? C'est assez étonnant. Vous avez vu qu'elle a été quand même assez en difficulté pour faire cette rentrée parce que effectivement elle marche sur des œufs. Elle est démissionnaire, mais elle donne encore la même ligne à venir pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire que c'est la même politique éducative qui va se mettre en place dans les classes de France à partir de cette rentrée. Cette même politique qui a été contestée dans les urnes en début d'été, aux dernières élections législatives, et surtout qui a été très contestée par les enseignants l'année dernière à travers la contestation contre le choc des savoirs. Et cette contestation, elle ne s'est pas essoufflée, c'est-à-dire qu'on est toujours contre le choc des savoirs, qu'elle souhaite quand même mettre en œuvre à la rentrée avec cette généralisation des évaluations nationales, par exemple, pour le premier degré. Donc voilà, on est toujours là pour contester ce qui ne nous convient pas et ce qui ne convient pas aux élèves, parce que cette politique, elle n'est pas bonne pour le système éducatif français. Sauf que là, pour l'heure, statu quo, vous avez personne en face, quoi. Oui, alors c'est assez compliqué parce qu'effectivement c'est inédit. On n'a pas des ministres avec qui on peut discuter. Alors on pourrait discuter, mais je pense que effectivement on ne peut pas avancer sur des sujets majeurs, alors qu'il y en a des sujets majeurs. Et vous l'avez dit, nous avons à la FSU interpellé les parlementaires parce que nous pensons que la politique se joue là maintenant du côté du Parlement. Et pour nous à l'école, il faut il y a un certain nombre d'urgences et on ne peut pas attendre. Il y a des urgences, il y a des mesures qui peuvent être prises à court terme très rapidement en cette rentrée pour améliorer le quotidien des élèves et des personnels, c'est-à-dire les apprentissages des élèves pourraient être améliorés et les conditions de travail des enseignants pourraient être améliorées si par exemple, enfin en France, on abaissait les effectifs dans toutes les classes, comme tous les pays de l'OCDE l'ont fait. On est le pays de l'OCDE qui a des effectifs par classe en maternelle et en élémentaire bien plus élevés que d'autres pays et qui réussissent beaucoup mieux. Et c'est pas nous qui le disons, c'est-à-dire que c'est l'OCDE qui le dit. Les pays qui réussissent le mieux, ce sont des pays qui ont moins d'élèves par classe dans les classes de maternelle et d'élémentaire. Et c'est là où il faut effectivement, à notre sens, mettre le paquet pour faire réussir nos élèves
et pour améliorer les conditions de travail des enseignants qui se sont largement dégradées ces dernières années. Et à vous entendre, Guylaine David, il faut améliorer les conditions de travail des enseignements et j'ai l'impression qu'il faut recruter massivement. Est-ce que vous parliez d'urgence, est-ce que c'est l'urgence pour la saison prochaine? Est-ce qu'on aura cette année un professeur devant chaque classe? Ah oui, vous avez raison, c'est-à-dire que des urgences, il y en a énormément dans l'école. C'est aussi la problématique, c'est un service public qui va mal, on le sait, parce qu'il y a énormément d'urgences et la question du recrutement des enseignants, elle est essentielle parce qu'on a on est dans un pays où l'attractivité du métier a terriblement chuté, c'est-à-dire que les étudiants ne sont plus attirés vers ce métier, les jeunes ne veulent plus y accéder. Alors pour quelles raisons? C'est multifactoriel. En premier lieu, ce que nous disent les jeunes collègues, c'est la question des salaires et elle n'est pas fermée. Cette question, pour nous, c'est pas fermé. Il faut réouvrir cette question des salaires, notamment pour les milieux de carrière, qui là aussi, les enseignants de milieu de carrière sont moins bien rémunérés, de 20% moins bien que les autres pays de l'OCDE. Donc on voit bien que là, on a matière à faire venir des jeunes si on améliore les salaires des enseignants, mais aussi si on améliore l'image de l'école, mais aussi ce qui se passe réellement dans l'école, c'est-à-dire nos conditions qui sont difficiles tous les ans, et on a de plus en plus d'enseignants qui démissionnent, voire qui demandent des ruptures conventionnelles, qui partent de l'éducation nationale parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce métier qui a profondément changé ces dernières années, parce qu'on n'a pas voulu y consacrer un budget à la hauteur des enjeux que l'on a pour l'école. Investir pour l'école, c'est essentiel. D'un mot, on aurait pu avoir davantage d'enseignants avec cet objectif d'avoir des formations plus courtes pour pouvoir enseigner. Là, tout ça c'est gelé, c'est abandonné. Alors c'est gelé, cette réforme elle est gelée, mais elle n'était pas satisfaisante non plus sur beaucoup d'aspects. Ce qui nous manque aussi, c'est que les enseignants soient correctement formés, c'est-à-dire qu'il faut une formation conséquente. Enseigner, c'est un métier qui s'apprend et on voit bien que certains jeunes qui débarquent dans le métier, ou même des gens qui sont embauchés comme contractuels qui n'ont pas de formation, le disent assez rapidement. C'est-à-dire que c'est un métier qui s'apprend, ça demande énormément de connaissances, ça demande un niveau de qualification qui est quand même élevé. Donc il faut avoir un niveau de qualification élevé, il ne faut pas recruter au rabais et surtout ne pas avoir suffisamment de compétences quand on sort de ce métier, parce que ça peut être très violent quand on se trouve face à une classe où on n'arrive pas justement à faire classe. Donc il faut que toutes ces conditions-là soient réunies dans une formation initiale solide, de qualité, mais j'ai envie de dire aussi après, ce qu'on demande aussi, c'est une formation tout au long de la carrière, parce que ça, nous n'en avons plus. Et c'est aussi ce qui manque dans le déroulement de notre carrière, c'est qu'on n'a pas de perspective de formation pour s'améliorer et s'adapter aussi aux enjeux de la société, aux enjeux de l'école. Et on l'aura compris, il y a donc urgence. Guylaine David, je voulais vous faire réagir à l'une des annonces hier matin de Nicole Belloubet, qui a souhaité interdire les smartphones à l'école et au collège dès janvier 2025. Alors, on rappelle tout de même que c'est dans la loi, Guylaine David, c'est déjà interdit, mais bon, ce n'est pas vraiment appliqué partout, c'est assez compliqué. Justement, la question que j'allais vous poser, est-ce que vraiment on peut interdire les smartphones à l'école et au collège, et si oui, comment ? Alors oui, c'est une annonce qui n'est pas vraiment une annonce parce que effectivement, alors si je prends pour l'école primaire, on a effectivement des enfants qui ont des smartphones de plus en plus tôt et donc avant même qu'ils arrivent au collège. Si on prend un petit peu en arrière, on va dire qu'il y a 15 ans, on n'en voyait pas dans nos écoles, on en voit maintenant. On a des enfants, on a en tout cas des parents qui sont très inquiets pour leurs enfants et qui leur fournissent des portables. Comment faire pour appliquer la loi du coup, Guylaine David ? Alors c'est interdit, c'est-à-dire que quand on est enseignants et qu'on a des enfants qui ont des smartphones ou qu'on les entend dans le cartable, forcément on va les retirer, donc on va les subtiliser, on va les confisquer au moins pour la journée et on va redire aux parents que c'est interdit à l'école, que l'enfant n'y a pas droit et on n'accepte pas ça. Ça c'est quelque chose, vous voyez, c'est vraiment une annonce qui alors est concerne plus les collèges et les lycées, mais c'est aussi un
interdit au collège les smartphones, mais c'est une annonce qui ne va pas résoudre les difficultés des enseignants tous les jours en classe. C'est pas ça le fond du problème. Et puis ça demande aussi une organisation pour récupérer les portables à l'entrée du collège, pour les rendre à la sortie. Ça va être quand même un sacré bins, j'imagine, pour vous, enseignants, dès la rentrée, 200 collèges qui vont déjà expérimenter cette interdiction du portable à l'école. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir, Guylaine David, secrétaire générale de FSU SNUIPP, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans un instant, le bel été des cinémas. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On se retrouve le 2 septembre à 7h, Sud Radio. Vous chargez l'appli et vous écoutez. 7h, 9h, info et l'interview politique, bien sûr, à 8h30. À lundi. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Allez, à 12h20, mon cher Maxime, sur Sud Radio. Sud Radio, le cinéma dans tous ses états. Oui, si c'est vrai. vous le souhaitez, avec, tenez, un premier bilan qu'on peut se faire de cet été du côté des cinés. Oui, avec 3 bons derniers mois par rapport à 2023, près de 19 millions d'entrées en ce mois de juillet dans les cinémas français, le mois de juin qui fait plus 30% par rapport à l'année dernière, et un bon mois de mai également. Heureusement d'ailleurs pour les professionnels du secteur, après un début d'année qui a été plutôt compliqué. Bonjour Jacques Fonte. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Vous êtes exploitant des cinémas Le Castillet et le Méga Castillet, c'est à Perpignan. De votre côté, quel est le premier bilan que vous dressez de cet été? Ça y est, on arrive à la fin août là. Écoutez, après 4 mois catastrophiques avec moins 25%, nous avons fait un très bel été depuis la sortie du Petit Truc en plus le 1er mai, et le Comte de Monte Cristo, vice versa, Moi mon chez méchant, et dernièrement Emilia Pérez, le roman de Jim, mais vraiment le Comte de Monte Cristo, c'est extraordinaire, il est à 7 millions d'entrées. Et vraiment, on n'aurait jamais cru un été pareil, alors que l'année dernière, il y avait Barbie et Oppenheimer qui avaient super marché. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire que, selon vous, ce sont les films qui ont fait cette augmentation de fréquentation, ou... Parce qu'on parlait de la météo aussi, ça joue forcément, ça? Oui, mais écoutez, chez nous, il a plu un jour depuis le 1er juillet. Donc, je pense que les gens viennent plutôt pour la climatisation, s'il s'agit de la météo. Oui. Non, la vérité, c'est que les gens viennent voir un film. Et donc, quand il y a du film, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, ils viennent. Forcément, ils viennent plus quand il pleut dans le sud, et ils vont moins au cinéma quand il fait beau dans le nord. Voilà. Je vous dis ça parce que pour le coup, moi j'étais du côté de la Bretagne il y a quelques jours. Bon voilà, on a eu pas mal de pluie, mais bon, effectivement, Perpignan et la Bretagne, c'est pas du tout la même chose, Jacques Fonte. Alors Jacques Fonte, vous nous avez cité... Allez-y, oui, pardon. Oui, j'ai un cinéma à Granville, dans la Manche, et nous sommes en augmentation de 10% depuis le début de l'année, parce que il y a eu un mois de juillet très pluvieux. Voilà. Donc ça joue le temps. Mais c'est quand même les films. Un petit truc en plus, on le voyait à 500 000, 1 million, il est à 10 millions. Donc forcément, on explose le compteur, et Barbie et Oppenheimer, mais finalement, on les a bien avalés. On nous avait prévu un été catastrophique, on fait un très très bel été. Alors, est-ce que, justement, on peut faire avec vous, Jacques Fonte, le bilan aussi des films français qui sont, c'est vrai, assez critiqués, Benjamin? En tout cas, ce qui est sûr, c'est, à vous entendre, Jacques Fonte, les films américains, ça n'a pas trop fait recette l'an dernier. Là, c'est les films français qui ont la cote, quoi. Avec un petit truc en plus, c'est le Comte de Monte Cristo, notamment. Oui, l'année dernière, c'était les films américains, Barbie, Oppenheimer. Cette année, le petit truc en plus, le Comte de Monte Cristo, le roman de Jim, là, qui marche très très bien dans les salles à essai. Donc le cinéma français, c'est vraiment très très bien relevé. Et quand le cinéma français est bon, mais le public préfère les films français. Voilà, c'est une réalité. Mais quand vous voyez le Comte de Monte Cristo, 3 heures,
personne ne s'ennuie, et les gens trouvent que finalement, 1 heure de plus, ça aurait été encore mieux. Voilà. Mais c'est vrai que les films français, Jacques Fonte, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais sont quand même chaque année souvent assez critiqués. Et on dit, ah oui, les Français ne vont pas au cinéma, mais il faut dire que les films français sont pas très bons. On a l'impression qu'effectivement, il y a du mieux. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, ou alors est-ce que c'est de la chance? Une évolution de la part des cinéastes français, des réalisateurs, de vouloir coller un petit peu plus, alors peut-être au quotidien des Français tout simplement, ou l'envie d'avoir une sorte de volonté de les aider à s'évader du quotidien. Voilà. Non, ce qui se passe, c'est que les films américains sont beaucoup plus médiatisés parce que les budgets sont colossaux, et donc les budgets publicitaires sont également énormes. Mais vous voyez bien que quand il y a un film français qui coûte 43 millions d'euros, comme Le Comte de Monte Cristo, forcément il y a un gros budget publicitaire, et le film fait 7 millions avec un temps exceptionnel. Faire venir les gens pendant 3 heures au cinéma alors qu'il fait très beau. Mais si vous voulez, les gens, ils aiment les films français quand ils sont très bons. Regardez Intouchable. Intouchable est un succès phénoménal. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Chaque année, il y a des films surprises. Et là, le roman de Jim, par exemple, des frères Larieux, fait un tabac. Et Emilia Pérez d'Audiard est en train de trouver son public et va dépasser le million d'entrées. Donc non, il n'y a pas de problème du film français. Ce qu'il y a, c'est que les stars sont souvent américaines, et donc on retient plus facilement les films. Voilà, c'est dans l'histoire du cinéma, on ne peut pas supprimer le cinéma américain. Mais le cinéma français ne doit pas avoir honte. N'a pas à rougir. Puis c'est un tout. C'est extraordinaire, Anatomie d'une chute. Oui, puis il y a un public pour chaque film. Alors, on a fait un petit peu un bilan avec vous, Jacques Fonte, de ces 3 derniers mois qui ont été très bons. C'est ce que vous nous disiez. Peut-on s'attendre à une bonne fin d'année? Ça y est, on arrive sur la rentrée. On va avoir aussi les vacances scolaires fin octobre. Est-ce qu'il y a des films qui sont à suivre et qui pourraient faire de bons chiffres pour vous en tant qu'exploitant de cinéma? Alors, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, justement, le dernier trimestre a été assez faible. Ça venait du fait qu'il y avait eu la grève des scénaristes américains et que les blockbusters, comme au premier trimestre de cette année, américains n'étaient pas là. Or, cette année, c'est pas du tout le cas. Donc, on a une programmation. Je vais vous en donner un, par exemple, Gladiator 2 de Ridley Scott, qui devrait très très bien marcher, qui sort le 13 novembre. Mais il y a énormément de films très porteurs qui marchent. Et donc, finalement, alors qu'on avait un premier trimestre à moins 25%, on risque de faire une année qui dépasse l'année dernière. Donc c'est une très très belle surprise. Et croyez-moi, les films français, ils tiennent bien. Hier encore, le petit truc en plus, eh bien, il est dans les 3 premiers. C'est quand même incroyable, un film sorti le 1er mai. C'est un film que personne ne voulait. Et c'est ça, c'est le public qui commande. Il y a des gens sur Paris qui n'ont pas voulu le sortir. Ils ont dit que c'est un film province. Mais la province a répondu. Sur les 10 millions d'entrées, il y en a 9 qui ont été faits en province. Alors que l'habitude, la province, c'est 60 à 70%. Mais c'est quand même de très bonnes nouvelles, alors qu'il y a eu quand même pas mal de critiques ces dernières années, notamment sur le prix des places de cinéma qui coûtent de plus en plus cher. On parle évidemment de crise de pouvoir d'achat pour de nombreux Français, parce que c'est pas anodin d'aller aujourd'hui au cinéma. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, Jacques Fonte, je vous pose la question cash, parlons vrai sur Sud Radio, est-ce que les prix des places aujourd'hui pour aller au cinéma sont trop chers? Non, ce qui est pas assez élevé, c'est les salaires. Mais le prix des places de cinéma n'augmente pas plus vite que le reste. Mais par contre, il y a 10% du public qui ne vient plus parce qu'il n'a plus les moyens. C'est un problème de pouvoir d'achat. C'est pas un problème du prix du cinéma. La meilleure preuve, c'est que quand les gens ont les moyens de venir au cinéma une fois par mois, ils choisissent bien souvent des salles que j'appelle technologiques, la salle ICE, la salle MX 4D, où on demande un supplément de 6 €. Et par exemple, quand on avait Avatar 2, les gens allaient majoritairement dans les salles qui coûtaient 6 € de plus. Donc c'est pas que c'est cher, mais il faut que le produit corresponde à ce que le client paye. Parce que le spectateur, le cinéphile, c'est aussi un client. Donc si on lui donne pas un maximum de confort,
s'il n'y a pas un noir qui est parfait, s'il n'y a pas un son qui est extraordinaire, eh ben, forcément, c'est plus difficile à attirer. Mais une fois de plus, c'est le film qui compte, et ce n'est pas notre faute si le SMIC n'augmente pas. Hein. Ouais. Et si chaque fois que le SMIC augmente, il y a un regain de fréquentation. Bon. Et par rapport à la période avant Covid, il y a 10% de gens qui ne viennent plus parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que tout a augmenté, et bien plus que le cinéma. Et comment on les fait revenir, Jacques Fonte? Parce que c'est aussi un plaisir d'aller au cinéma. Ah ben, pour les faire revenir, il y a deux moteurs. Il faut faire de très bons films. Bien sûr. Et donc les gens finissent par trouver l'argent. Et deuxièmement, il faut augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui sont au bas de l'échelle. Parce que quand vous gagnez 3 000 € par mois en province ou 5 000 à Paris et plus, vous pouvez aller au cinéma. Et quand vous gagnez 1 500 € par mois en province ou 2 000 à Paris, c'est extrêmement difficile de pouvoir aller une fois au cinéma tous les trimestres. Or, quand vous faites des enquêtes d'opinion, les gens vous disent « mais on ne peut plus aller au cinéma ». Mais c'est pas parce que le cinéma est cher, c'est parce qu'il leur reste plus rien. Il faut qu'ils payent le loyer, il faut qu'ils payent à manger, il faut qu'ils payent les fournitures scolaires. Voilà, le problème, il est là. Et pour ceux qui ont les moyens, il y a les plateformes aussi. Les plateformes, on peut en citer plusieurs, Netflix, Amazon. Là, quand on vous écoute, alors il y a ces 10% de Français qui ne vont plus au cinéma à cause du pouvoir d'achat, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a aussi ceux qui se détournent du cinéma parce que voilà, ils sont bien chez eux avec en regardant un film sur une plateforme. Là, quand j'entends ce que vous nous dites sur le bilan de ces derniers mois, voilà, le bilan il est bon, bonne fréquentation, ça veut dire que le cinéma, clairement, aujourd'hui, il tient la barre, la dragée haute à ces plateformes américaines ou autres. Oui, alors je voudrais tordre une idée qui est répandue, et je suis désolé que vous avez vous-même défendu. Ah bah, allez-y, oui. Parce que les gens ont Canal+, ou Netflix, ou Amazon, ou Paramount, ou Warner, ou Disney, qui vont pas au cinéma. Non. D'abord, on a Netflix pour les séries, hein. Canal+, on l'a pour le football, mais il y a des gens qui consomment énormément d'images, et il y avait eu une enquête qui avait été faite il y a 5-6 ans sur les abonnés à Canal+. Les abonnés à Canal+ allaient 2 fois plus au cinéma que les autres. Et je suis certain que si on faisait une enquête sur les gens qui sont sur Netflix, on verrait qu'ils vont plus au cinéma que les autres. Donc c'est simplement l'importance que vous accordez au film. Il y a des gens qui ne vont jamais au cinéma, vous pouvez leur mettre n'importe quel prix, ils n'y vont pas, comme il y en a d'autres qui ne vont pas voir de concert de musique classique ou qui ne vont pas au théâtre. C'est pas qu'une question de prix, c'est une question de on aime ou on n'aime pas. Vous croyez que aller voir un match de football en dépensant 50 €, voire 100 €, ou un match de rugby à 25 ou à 40 €, vous croyez que les gens ont les moyens? Non, mais c'est parce qu'ils sont passionnés. Bien, quand les gens sont passionnés d'images, ils sont abonnés à Netflix, à Canal+, ils vont au cinéma toutes les semaines. C'est complémentaire. 3 fois c'est complémentaire. Ouais. Jacques Fonte, oui. Bah voilà, vous avez rétabli la vérité. J'en avais besoin en tout cas. Bon, merci beaucoup Jacques Fonte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes exploitant des cinémas Le Castillet et le Méga Castillet à Perpignan. Sud Radio midi 33. Dans un instant, Maxime, l'international. Oui, on va se rendre en Ukraine. Évidemment, la guerre fait rage entre l'Ukraine et la Russie. On va faire un point avec un spécialiste, Cyril Brett, qui sera dans un instant avec nous. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de mouvements. Forcément, l'automne et l'hiver arrivent. Donc on essaye de pousser son avantage dans ces derniers jours, dernières semaines. Donc effectivement, on fait le point dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Midi 37 à l'horloge de Sud Radio, les débats de l'été. La suite, tout de suite on part à l'international avec cette guerre en Ukraine qui fait rage avant l'automne et l'hiver. Les deux camps sont lancés dans des manœuvres d'envergure, Maxime. Oui, notamment à Koursk en territoire russe où l'armée ukrainienne a affirmé avoir pris le contrôle de 100 localités alors que Moscou a revendiqué la capture d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine. Benjamin. Bonjour Cyril Brett.
Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de la Russie. Nouvelle percée ukrainienne en Russie. La Russie qui accentue ses bombardements, attaques de drones, son avancée en Ukraine. Comment expliquer cette intensification des combats, quoi? Comment doit-on l'interpréter? Alors d'abord c'est la fenêtre d'opportunité militaire habituelle dans ces régions-là que donne l'été. Les manœuvres sont plus faciles à faire que durant les pluies d'automne ou durant le dégel de printemps. C'est traditionnellement depuis le début de la guerre une période qui est très très intense. On se souvient que ça a été par exemple en 2022 la période de la contre-attaque ukrainienne. C'est également un calendrier politique qui détermine ces actions. Du côté ukrainien, on essaye d'avancer au maximum en territoire russe par crainte d'une élection de Donald Trump afin de pouvoir engager des négociations en faisant tout simplement un troc. C'est libérer une partie de notre territoire, nous libérerons une partie de ce territoire. Et côté russe, on est engagé dans un calendrier politique qui est complètement différent. On essaye de réagir. Vladimir Poutine a été réélu triomphalement dans les conditions qu'on sait il y a 6 mois. Là, la situation économique est plutôt positive. Donc, ce qu'essayent de faire les forces armées russes pour le moment, c'est de consolider leur emprise sur 20% du territoire ukrainien et puis de résister à cette offensive surprise au nord en fait du front le plus actif dans le district de Koursk. Justement, parlons de ce district de Koursk, parce que c'est vrai que depuis le début de la guerre, depuis 2 ans et demi, l'Ukraine était plutôt en position défensive. Là, on est vraiment en position offensive, même en entrant dans le territoire russe. Est-ce que ça a été une surprise? Et quel est l'objectif de cette offensive ukrainienne? Oui, alors, vous avez raison, c'est une surprise. Les Ukrainiens ont pris de court les Russes, c'est normal, c'est la guerre. Les Ukrainiens ont aussi pris de court leurs propres alliés, leur propre soutien. Le plus grand secret a entouré la préparation de cette offensive. N'oublions pas, depuis 2022, frapper le territoire russe, entrer en territoire russe, agir en territoire russe, conquérir une partie de la Russie, c'est un tabou pour les soutiens de l'Ukraine. Les interdictions n'étaient pas officielles, mais enfin les États-Unis et l'administration Biden en particulier avaient dissuadé, si j'ose dire, l'Ukraine de frapper le territoire russe. Là, on est entré dans une autre dimension du conflit, dans une dimension beaucoup plus symétrique. Vous l'avez rappelé, l'Ukraine était à la défensive, elle est maintenant à l'offensive. Et quel est l'objectif, Cyril Brett, de cette offensive? L'objectif, c'est de pouvoir s'asseoir à une table des négociations en faisant un troc. Vous occupez 20% de notre territoire, nous occupons 1% de votre territoire, faisons un échange de territoire. En fait, c'est aller à la table des négociations, avoir un rapport de force qui soit un peu moins défavorable à l'Ukraine. Et puis fixer des troupes russes aussi, faire en sorte que la Russie desserre un petit peu cet étau qu'on a du côté de la frontière Est, un peu plus au sud. Oui. Alors sur le plan tactique, fixer des troupes, consommer des ressources côté russe, montrer également l'impréparation des forces de défense russes et donc jeter le discrédit sur l'organisation générale des forces russes, alors que le temps de l'hiver et du printemps avait été plutôt un temps fort. Montrer également que l'Ukraine ne veut pas s'installer dans une guerre de tranchées, dans une guerre d'attrition, mais dans une guerre de mouvement où elle a la plus grande supériorité. Et puis démontrer à ses propres soutiens que l'Ukraine, près de 2 ans et demi après le début de l'invasion, ne désarme pas et garde comme objectif la reconstitution par les armes de son territoire national. Alors en parlant de cette offensive ukrainienne, il y a cette problématique, celle de Koursk, et plus exactement de la centrale nucléaire de Koursk. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on a peut-être peur là-bas de ce qui s'est un peu passé du côté de Zaporijjia et des combats qui s'approcheraient trop près de cette centrale? Oui, quand il s'agit de centrales nucléaires, surtout de cette génération, c'est la génération Tchernobyl, elle a été renforcée depuis, mais quand il s'agit de sûreté et quand il s'agit de sécurité, lutte contre les malveillances nucléaires, il faut toujours s'inquiéter. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a rappelé qu'il fallait la plus grande vigilance de la part des belligérants sur cette centrale. Alors on est dans une configuration qui est complètement différente pour le moment de celle de Zaporijjia. On est à 50 km d'un front actif alors que Zaporijjia est sur la ligne de front. On est dans une centrale qui est protégée par les forces armées russes et par les forces de sécurité intérieure russes, alors que Zaporijjia venait d'être conquis
par les forces armées russes, alors que Zaporijia, donc centrale ukrainienne, avait déjà fait l'objet d'une conquête. On est également dans une autre configuration, dans la mesure où, la centrale de Koursk alimente un district, le district de Koursk, qui avait complètement échappé pour le moment au combat. Et donc, on est dans une configuration où si les Ukrainiens veulent frapper la centrale de Koursk, ils jouent très très gros. Ils risquent notamment de se discréditer auprès des organisations internationales. Donc, je pense que, évidemment, la plus grande vigilance est nécessaire, mais les risques sont beaucoup moins grands pour le moment que Zaporijia. Alors, on verra si les troupes ukrainiennes arrivent à aller du côté de cette centrale nucléaire. Mais justement, est-ce que l'Ukraine a les moyens d'aller encore plus loin en Russie? Est-ce qu'ils ont un intérêt et jusqu'où ils peuvent aller? Alors, la question des moyens, ça va devenir très compliqué parce que conquérir davantage de territoire russe, ça veut dire s'éloigner de ses propres bases. Or, les forces armées ukrainiennes sont des forces défensives qui se sont aguerries pour défendre et reconquérir leur territoire. C'est très compliqué également parce que ça suppose donc de mettre en place une administration d'occupation sur ces territoires. Et puis, c'est très compliqué également au niveau des matériels. La contre-attaque russe va être très importante dans le secteur de Koursk, mais également sur les autres fronts actifs, extrêmement éloignés. Et là encore, ça va être très consommateur de matériel. Je pense que l'effet de surprise a joué à plein, ça fait un mois maintenant. L'effet de communication est extrêmement fort, l'effet tactique et l'effet psychologique sont complètement réussis. Je ne pense pas que l'Ukraine poussera significativement son avantage en termes de gains territoriaux. Alors vous avez parlé de matériel, hein, Cyril Brett, justement, où est-ce qu'on en est de ce matériel? Où en est l'aide internationale? On sait que les premiers F-16, ces avions de combat, sont aujourd'hui dans le ciel ukrainien après des mois d'attente. Oui, voilà. C'est ça la grande différence, et la plus visible, c'est l'obtention par la chasse ukrainienne de cette couverture aérienne. Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que c'est un game changer, comme on dit en stratégie? Sans doute pas, parce qu'il y a un effet quantité. L'aviation russe, malgré ses turpitudes et ses difficultés, c'est plus de 1000 appareils. Là, on parle de quelques dizaines d'appareils. En revanche, ça va changer la façon dont les forces armées ukrainiennes vont conduire leurs opérations, avec une couverture aérienne qui ne sera plus limitée aux drones, mais qui sera évidemment avec des F-16 qui ont des capacités de bombardement et qui ont des capacités de frappe en profondeur. Eh bien, ça permettra aux forces armées ukrainiennes de frapper les lignes d'approvisionnement russes, y compris sur leur propre territoire. Donc, ça va poser un casse-tête aux forces armées russes pour se protéger, et c'est ça le but. Alors, on en est où justement en termes d'aviation là? Mais on disait la limite, la ligne rouge, c'est pas question avec du matériel, avec des avions occidentaux, de bombarder la Russie sur son sol. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est encore une ligne rouge? J'ai l'impression que là, c'est moins clair, non? Ah ben oui, c'est ce qu'on appelle la confusion de la guerre. Les lignes rouges s'effacent, elles sont retracées à un autre endroit, puis elles s'effacent de nouveau, et l'engrenage de la guerre mène à d'autres lignes rouges. Tout va dépendre de ce que les États-Unis, principal soutien stratégique de l'Ukraine, leur permettront de faire à ces forces armées ukrainiennes après l'élection présidentielle américaine, donc le 5 novembre. Là, pour le moment, l'Ukraine n'a pas les capacités en termes de munitions et en termes de missiles de frapper très en profondeur dans le territoire russe. Donc ça va se limiter, si j'ose dire, à ces offensives terrestres sur la marge, en fait, de la frontière russo-ukrainienne. Mais comme on se l'est dit tout à l'heure, tout peut changer dans la mesure où les contingences de la guerre font qu'en 24 heures, en 48 heures, une donne stratégique peut changer. Merci beaucoup Cyril Brett d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce midi, chercheur à l'Institut Jacques Delors. Très bonne journée à vous. Dans un instant, 12h47, un peu de réjouissance, mon cher Maxime. On va parler on fait la fête. Jeux paralympiques, et oui, puisque ça démarre ce soir, 20h, cérémonie d'ouverture du côté des Champs-Élysées et de la Concorde, et puis après, ça sera le début des disciplines. Notre consultant Anthony Martin-Smith est là. On le retrouve juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. 1h moins 10, ça y est. On y est, enfin presque. Les Jeux paralympiques débutent ce soir, cérémonie d'ouverture.
à 20h, Maxime. Bonjour Anthony Martins. Bonjour Maxime, bonjour Benjamin, bonjour à vous. Notre consultant Sud Radio qui est là en direct tous les jours, aux alentours de 12h45. Je rappelle que vous êtes judoka, double médaillé aux mondiaux et vous assisterez d'ailleurs ce soir à la cérémonie. Je dis pas de bêtises. Ouais. On vous entendra d'ailleurs dans les vraies voix de Sud Radio ce soir, si je dis pas de bêtises. À 17h30. Voilà. Et ce matin, Anthony, on accueille un invité exceptionnel. Salim Ejnaini, cavalier paralympique, conférencier et créateur de contenu. Bonjour Salim. Bonjour à tous. Bonjour Salim, un grand merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Avant de vous poser des questions sur votre discipline, votre sport, et puis des questions aussi sur votre parcours de vie. Anthony, quelques mots pour nous expliquer ce que c'est que le para-équitation, paradressage. Salim Ejnaini le fera nettement bien mieux que moi, mais le paradressage, cela consiste en tout cas en une seule discipline, contrairement aux Jeux Olympiques où il y en a 3, qui est arrivé aux Jeux Paralympiques en 1996 à Atlanta. En 1970, c'est là où on a créé cette discipline pour aider les personnes en situation de handicap grâce au contact avec le cheval à gérer davantage leurs émotions. Il y a quelques adaptations prévues, on peut avoir des selles adaptées, des sangles, et nous avons quelques épreuves que l'on peut retrouver également aux Jeux Olympiques, mais Salim nous en dira un peu plus tout à l'heure. On aura sur ces Jeux Paralympiques l'épreuve du Grand Prix individuel, le Grand Prix par équipe et le Grand Prix libre individuel. Ce dernier étant fait avec les athlètes issus des 8 meilleures équipes. Première question, Salim, c'est quand les épreuves pour vous? Ça commence quand? Alors j'imagine il y a l'excitation de la cérémonie d'ouverture pour ce soir, mais la suite c'est quoi pour vous? Alors, moi, je vais vivre ces jeux un peu comme tout le monde, la ferveur des jeux. Moi, je serai plutôt dans le public, puisque je suis cavalier d'une autre discipline, voilà, de saut d'obstacle. Pas aux Jeux Paralympiques. Néanmoins, on a une vraie proximité entre nous. Je vais encourager très très fort nos cavaliers de l'équipe de France notamment. Alors, tout ça, ça va commencer. On a coutume de dire que la première épreuve, c'est l'inspection vétérinaire qui est le 2 septembre. Donc tout peut se jouer là, c'est-à-dire que des départs peuvent être annulés à ce moment-là. C'est vraiment, il y a une grosse pression qui est là. Première épreuve en revanche le 3 septembre sur ce que Anthony disait parfaitement sur la première épreuve individuelle. On a ensuite la finale par équipe le 6 et la finale individuelle le 7. Voilà. Alors, donc on a des grosses échéances un peu étalées sur toute la durée de ces jeux et on va suivre avec bonheur tout ce que ça va donner. Ça veut dire que le 2 septembre, tout peut s'arrêter pour les cavaliers? Ça veut dire que, exactement, pour beaucoup, tout peut s'arrêter le 2 septembre. L'équitation est le seul sport individuel qui se joue à deux, comme on dit. L'athlète, il y en a un au-dessus et il y en a un en dessous de la selle. Donc, il faut évidemment en prendre soin. Le moindre doute, le moindre problème est pris en compte très sérieusement. Il y a un règlement très, très, très exigeant sur le bien-être animal, sur la santé des chevaux. On en prend soin comme si c'était nous. Donc, on fait évidemment très attention que tout se passe bien. Bien sûr, tout peut s'arrêter malheureusement, donc on croise très fort les doigts pour que ce soit pas le cas. Bien sûr, oui. Salim, avant de parler de vous et de votre parcours, juste un mot de notre nation française de para-équitation. Est-ce qu'on est une grande nation comme on l'est pour les valides? Est-ce qu'on a des chances de médailles en gros? Alors, une grande nation de l'équitation, oui. En revanche, pour le dressage, c'est vrai que les médailles sont un peu plus difficiles à aller chercher. On a eu 2 médailles en ce qui concerne l'équitation valide sur les Jeux Olympiques. On a eu une médaille d'argent à l'épreuve du concours complet et une médaille de bronze à l'épreuve du saut d'obstacle. C'est vrai qu'en dressage, on a un niveau qui est extrêmement relevé à l'international. Là, on a 4 cavalières et cavaliers sur l'équipe de France qui sont répartis parmi plusieurs grades. Alors c'est un peu la particularité de tout ce qui est para. On a des grades de classification en fonction du handicap. Parmi ces 4 cavaliers, je vais les citer, bien sûr. Lisa 16, Alexia Pitié, Chiara Zenati et Vladimir Vinchon. J'ajoute que pour ces 2 derniers cavaliers, on a beaucoup d'espoir, notamment en individuel. On parle beaucoup de Chiara Zenati en ce moment. Donc on va croiser très très fort les doigts pour eux. Et ils ont la particularité de ne pas être tous dans les mêmes épreuves. C'est-à-dire que les grades sont de 1 à 5, ils ont chacun leur grade. Voilà. Salim, question d'Anthony.
Oui, je me demande quel est le regard que vous portez sur la terminologie para-équitation, parce que j'ai l'impression que finalement vous faites de l'équitation comme strictement tout le monde. Alors en équitation, on a cette véritable chance de pouvoir participer en plus en compétition valide. Donc la question, je la trouve d'autant plus justifiée, ce qui est mon cas. Moi, je suis un cavalier d'obstacle en compétition valide. Alors parapluie, ouais, on pourrait se poser la question. C'est vrai que l'étymologie, c'est un petit peu autour, c'est un petit peu contre. Donc on se demande un petit peu. Voilà, moi j'ai toujours, je suis très attaché à l'étymologie. Voilà, néanmoins, c'est nécessaire de comprendre que on n'est pas tout à fait sur les mêmes épreuves. Il y a une chose qui est particulière, c'est qu'on tient compte des capacités de l'athlète. On a plusieurs grades qui différencient les différents athlètes en fonction de leur niveau d'incapacité. Donc c'est un petit peu la particularité des paras, ce qui n'est pas le cas en olympique. En olympique, c'est le plus rapide, c'est le meilleur, point final. Et à la limite, il y a des catégories de poids, de force pour être à égalité. Là, j'aime dire qu'en para, on parle plutôt d'équité. Oui. D'équidé. Dernière question, Anthony. D'équidé, si vous voulez. Chacun son tour. Dernière question rapide, Anthony. Oui, hier, je déclarais sur cette antenne de Sud Radio que je trouvais irresponsable ceux qui veulent appeler à manifester le 7 septembre contre cet immobilisme au niveau du gouvernement et du président de la République. Quel est le regard, vous, que vous portez, c'est votre sentiment là-dessus, Salim ? Bah, voyez, je citais toutes les dates. Je rappelle que le 7, on a peut-être un espoir de médaille sur les dernières épreuves individuelles. Je pense qu'il aurait été plus respectueux, peut-être plus responsable, pour quel que soit le mouvement politique, mais de respecter le même blanc-seing qu'on a voulu attribuer aux Jeux Olympiques pour les Paralympiques. Là, c'est un petit peu dommage de déborder de 2 jours du coloriage. Pourquoi plus responsable ? Parce que la fête aurait dû rester immaculée, on aurait dû poursuivre cet état d'esprit et appeler à une manifestation, à une grande manifestation, pour reprendre les termes, un jour de fin de jeu, un jour de potentielle médaille. J'ai peur qu'on gâche un petit peu l'ambiance au Club France, l'ambiance au Club Paris, l'ambiance dans cette nation qui devrait être festive au moins jusqu'au lendemain. Merci beaucoup Salim Ejnaini, cavalier paralympique, conférencier, créateur de contenu. Bon jeu paralympique à vous. Anthony Martin-Smith, on vous retrouve vous tout à l'heure 17h30 dans les vraies voix de Sud Radio. La cérémonie d'ouverture des Paralympiques, ce sera ensuite à 20h ce soir. Allez, passez une très belle journée avec Sud Radio. Belle journée Maxime. À demain. On vous retrouve à midi. Puis moi je vous donne rendez-vous à 10h comme chaque matin. Belle journée avec Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.